Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus. Bonjour Lisa, bienvenue à cette troisième partie de la formation méthode de travail de la Student Academy. Donc pour rappel, on a d'abord abordé le chapitre comment mémoriser de grandes quantités de matière sur du long terme. La deuxième partie, c'était vraiment lié à la concentration, c'est comment étudier jusqu'à 9 heures sur une journée. Et la troisième partie, maintenant, je pense que c'est une partie qui va t'intéresser, c'est comment réussir ces examens. Ok? Donc, première chose, c'est avant le blocus. Je te conseille vraiment de rassembler tous les résumés que tu peux trouver. Donc, je sais que dans la première partie, j'avais dit qu'un résumé, c'est quelque chose de personnel, mais ça, c'est la théorie. En pratique, si c'est la guerre et que tu es en retard, ben, tu prends le résumé d'autres étudiants et tu essayes de te l'approprier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu prends le résumé, tu prends ton cours et tu notes à ce moment-là, tu complètes le résumé de l'autre personne. Attention avec le piège des résumés, il faut vraiment tout faire pour avoir un support unique. Donc vraiment rassembler toute l'information sur un seul résumé. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est de rassembler tous les exercices corrigés. Même chose, donc bien sûr, c'est mieux de faire les exercices soi-même, mais quand tu es en blocus, il n'y a rien de plus stressant que d'être sur un exercice complètement bloqué et il y a moyen de rentrer en panique. Et donc, à ce moment-là, ben, tu favorises d'abord les exercices pour lesquels tu as les résolutions. Tu commences ton exercice et dès que tu es bloqué, tu regardes l'endroit où tu es bloqué, ok, et puis tu continues. Donc vraiment, première chose, rassembler les exercices corrigés. Okay. Ce qui est important aussi, c'est entre guillemets la notion d'intelligence sociale. C'est vraiment d'essayer de comprendre ce que le professeur attend de toi pour t'aider à cibler ta matière, de bien se renseigner sur les tuyaux que le professeur donne régulièrement et les matières sur lesquelles il insiste au cours, parce que tu n'auras peut-être pas le temps de tout étudier, et donc à toi de tenir compte de ça aussi. Avant l'examen, il y a un piège qui revient très souvent et qui s'appelle le piège du 9/10e. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement et j'avais un examen de thermodynamique et j'avais 10 chapitres à étudier et le soir à 11 h, j'avais déjà étudié 9 chapitres. Puis je me suis dit ah non, je suis motivé et donc j'ai étudié toute la nuit. Donc j'ai eu le temps à ce moment-là d'étudier mon chapitre 10. Le lendemain, je me suis fait interroger à l'examen sur le chapitre 2 et j'étais tellement épuisé, fatigué que j'ai tout mélangé et que j'ai raté cet examen. Donc statistiquement, quand tu arrives à 11 h du soir dans cette situation-là, tu fais ta prière, tu fermes ton bouquin et tu auras plus de chances d'avoir de meilleures notes comme ça. Le jour J, il y a une règle à retenir, c'est que tu vas être beaucoup plus stressé que les autres jours. Et donc vraiment, essaye d'arriver à l'avance à ton examen. Puisque tu vas voir que si tu viens en bus et que ton bus ne fût que 3 minutes de retard, tu seras beaucoup plus sensible au stress. Et si tu arrives en tremblant à ton examen, c'est comme ça qu'on a des trous noirs. Autre chose aussi qui est importante, c'est vraiment d'éviter... il y a une règle qui dit qu'un étudiant stressé qui rencontre un autre étudiant stressé, ça fait 2 étudiants ultra stressés. Hystérique. Et donc, vraiment, quand tu arrives avant ton examen, tu mets ta musique, tu relis tes synthèses et tu ne parles pas aux autres étudiants. Pour les examens écrits, il y a vraiment cette notion où il faut être comme un entrepreneur. Donc, quel est ton objectif? C'est gagner le plus d'argent en travaillant le moins possible. Donc, traduit en langage étudiant, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois répondre à tes questions par ordre de priorité. Donc tu dois favoriser les questions qui sont les plus faciles et qui rapportent le plus de points. Il n'y a rien de plus déprimant que de commencer par une question difficile qui va peut-être te faire perdre tes moyens et à la fin de ne pas avoir le temps de faire une question simple qui rapporterait beaucoup de points. Donc pour un examen écrit, c'est très important aussi de rendre la copie la plus propre possible. Puisque tu peux imaginer que le professeur a peut-être 50 ou 100 copies à corriger sur la journée et donc il faut lui faciliter le travail. Donc vraiment entourer les réponses, faire un brouillon pour permettre d'avoir la copie la plus propre et la plus claire possible.
Pourquoi? Parce qu'il faut donner envie à ton professeur, même si ta réponse est fausse, d'aller voir ton raisonnement pour voir s'il n'y a pas des points supplémentaires à prendre. Autre chose aussi, il y a toujours un côté subjectif. Et le professeur, quand il voit une copie claire, il va se dire « ouais, ça c'est quelqu'un qui sait où il va » et donc il sera plus susceptible de te donner des points supplémentaires. Quelque chose aussi qui fonctionne bien au niveau d'un examen écrit, c'est de prendre du temps pour la relecture. Puisque généralement, le stress est tombé et quand tu relis, ça va te permettre de retrouver des fautes que tu n'aurais pas trouvées précédemment. Ça marche? Alors, la partie examen oral, il ne faut pas sous-estimer, même chose, l'aspect présentation. Donc, être habillé de manière plus classique possible. Alors, pour donner un exemple, si tu as un professeur toute l'année qui est toujours en costume, cravate et tout ça, ben, là tu peux vraiment t'habiller hyper classe. Par contre, si tu as un professeur qui est toujours ton prof de philo, qui est toujours avec ses pantalons à trous et ses chaussures à fleurs, ça ne sert à rien de venir trop bien habillé, ça va créer un décalage et ça va créer un malaise. Okay? Pour les hommes, c'est très important d'être bien rasé, la chemise bien dans le pantalon. Et pour les filles, c'est important d'éviter le cliché de la fille sexy qui va séduire au moment de l'examen son professeur pour avoir des points supplémentaires. Je ne dis pas que ça n'a jamais fonctionné, mais statistiquement, il y a plus de chances de paraître pour une cruche et de perdre des points. Donc voilà. Important aussi pour l'examen oral, c'est de reformuler la question du professeur. Alors ça a deux intérêts. Le premier, c'est que ça te fait gagner du temps. Tu peux dire, ah voilà, vous voulez savoir si... Et ça te permet d'avoir les 5 secondes qu'il faut pour éviter de dire une connerie monumentale. Le deuxième intérêt aussi, c'est que ça permet de valider avec le professeur que tu as bien compris la question. Il y a des professeurs qui sont un peu vicieux, qui vont te laisser parler pendant 15 minutes et qui vont dire « ben non, la question, c'était pas ça du tout ». Okay? Examen oral, ce qui peut fonctionner, si tu as une question difficile ou quoi, c'est parfois de prendre, d'aller au tableau, de faire un schéma. Ça permet parfois d'expliquer des choses difficiles en un petit schéma. Examen oral, ce qui marche aussi, c'est quand tu as répondu, que tu es sûr de toi, quand tu as répondu à toutes les questions, eh bien, c'est de tourner un petit peu autour du sujet pour montrer au professeur qu'en fait, il aurait pu te poser n'importe quelle autre question, tu étais préparé. Et alors, l'examen se transforme en discussion et ça te permet d'arriver à des belles cotes comme un 16 ou un 18 sur 20. Voilà, ça c'était pour la partie examen oral. Dernier conseil que je peux te donner aussi, c'est par rapport au QCM. Donc, questionnaire choix multiples, c'est une partie plus technique qui n'y paraît. Donc, la première chose, c'est toujours de bien lire l'énoncé, okay? Et de bien comprendre les règles du QCM. Il y a plein de règles différentes. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs questions, plusieurs réponses positives? Est-ce que c'est un QCM à point négatif? Et c'est vrai que souvent, on voit le QCM, on a envie d'entourer. Donc, vraiment, quelles sont les règles du QCM? Alors après, si tu as un QCM sans points, enfin, de manière générale, pardon, pour un QCM, ce que tu peux faire, avant de répondre, tu caches les réponses du professeur et tu notes ta réponse à côté. Okay? Tu auras beaucoup plus facile à être sûr de toi si ta réponse est notée, puisque un des jeux du professeur, c'est de te faire hésiter de ta propre réponse. Et donc, en voyant les réponses, tu peux ne plus être certain de ce que tu avais en tête au début. Okay? Au niveau du QCM, s'il n'y a pas de point négatif, il est évident que tu réponds à tout, même les questions que tu ne connais pas. Certains étudiants ont peur d'être ridicules par rapport au professeur. Il faut savoir que tu seras ridicule aussi si tu ne tentes pas ta chance. Ça fait partie du jeu. Alors, QCM à point négatif. Là, ça devient un petit peu plus technique et un peu plus difficile. La première chose, c'est vraiment de lire toutes les questions du QCM et de les classer en 3 rangs. Les questions de rang 1, c'est les questions pour lesquelles tu es assez sûr de toi. Enfin non, ou tu es certaine de toi. Question de rang 2, tu as une idée de la réponse, mais tu hésites. Question de rang 3, c'est les questions là pour lesquelles aucune idée. Et puis tu commences dans l'ordre. Question de rang 1, tu réponds aux questions et puis tu estimes tes points.
Si tu as plus que la moyenne, tu t'arrêtes. Si ce n'est pas suffisant, que tu es en dessous de la moyenne, seulement à ce moment-là, tu attaques les questions de rang 2. Donc, pour rappel, les questions pour lesquelles tu hésites un petit peu. Une fois que tu as répondu à toutes les questions de rang 2, tu estimes tes points et tu fais la somme avec les questions de rang 1. Si tu penses avoir la moyenne, tu t'arrêtes. Sinon, tu passes aux questions de rang 3. Et pour vraiment comprendre ce que c'est qu'une question de rang 3 pour un QCM à point négatif, je vais te donner un exemple qui est assez parlant. C'est, imagine que tu viens au casino, donc je suis le croupier, j'ai 5 chapeaux et sous un des chapeaux, j'ai caché 100 €. Pour jouer au jeu, tu dois mettre 100 € sur la table et ça te permet de chercher, de montrer le chapeau sur lequel j'ai caché l'argent. Si tu le trouves, tu peux récupérer ta mise et prendre les 100 € qui sont sous le chapeau. Si je te propose de jouer à mon jeu, est-ce que tu participes? Non. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas beaucoup de chances de réussir. Voilà, mais tu as une chance sur 5 de réussir. Donc, si ce jeu existait vraiment dans un casino, personne n'y jouerait. Eh bien, il faut les QCM, les questions de rang 3 dans un QCM à point négatif, c'est exactement la même chose. De manière générale, on n'y répond jamais, sauf si on n'a plus rien à perdre. Mais, voilà Lisa, ici ça clôture la troisième partie sur les trucs et astuces pour réussir ces examens. Donc merci pour ton écoute et puis à très bientôt. Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus.